Je pense déjà qu'il y a un élément qu'on doit clarifier. Cet élément, c'est que l'imposition du foulard était une décision du Parlement iranien post-révolutionnaire dans un contexte de rejet et d'opposition, si tu veux, à l'Occident. C'est-à-dire que l'imposition de ce foulard n'avait pas un ancrage religieux. Ce n'est pas, ce n'est pas, si tu veux, une fatwa religieuse, parce qu'il n'y a pas de fatwa religieuse qui stipule que globalement, dans une société où il y a des zoroastriens, des chrétiens, des juifs et des gens qui se prétendent même pas musulmans, tu dois imposer le foulard. Il n'y a aucun avis religieux dans le chiisme qui prétend cela. Donc, c'est une décision purement politique. Et c'est une décision purement politique qui a été votée à un moment où il fallait affirmer une identité qui n'était surtout pas celle qu'on voulait imposer à l'Iran, qui était l'identité occidentale. Et donc, le foulard est devenu une sorte de porte-étendard, une espèce de contre-révolution, contre la domination et l'impérialisme, si tu veux, de l'Occident sur l'Iran. Donc, c'était essentiellement la dimension politique qui a expliqué le fait d'imposer ce vêtement, et non pas une décision religieuse. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut comprendre. Le deuxième élément qu'il faut comprendre, c'est que la dimension révolutionnaire du régime, ou en tout cas du système iranien, a perduré. Ça veut dire que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le monde a changé, mais que cette dimension révolutionnaire est encore très présente. Tu l'entends d'ailleurs pendant les slogans, pendant la prière du vendredi. Il y a une dimension révolutionnaire qui est encore très fortement marquée, mais qui s'adresse de plus en plus à des gens qui n'ont pas connu la révolution. Donc ça veut dire à des jeunes qui se retrouvent ici face à des slogans révolutionnaires et ils ne connaissent même plus la genèse, si tu veux, de ces slogans révolutionnaires, parce qu'ils savent même plus d'où ils sortent. Et si tu veux, l'accident, ou peut-être plus que l'accident qu'il y a eu avec Mahsa Amini, parce qu'apparemment, en tout cas, je parle ici de l'enquête officielle du gouvernement qui a été publiée hier ou avant-hier avec les scanners du cerveau de la fille à l'appui. En tout cas, la version officielle du gouvernement, c'est que c'est un accident. Et les éléments médicaux montrent que cette fille a subi une intervention chirurgicale pour une tumeur du cerveau lorsqu'elle était jeune, chose qui n'a pas été mise en avant beaucoup dans la presse ici, et ne montre pas de lésions dues à des coups, en tout cas au niveau du CT scan. Cela ne justifie encore en rien l'arrestation d'une personne pour un foulard. Je dis bien que ça ne justifie en rien l'arrestation d'une personne pour son foulard. Mais il ne faut pas non plus, si tu veux, utiliser un accident éventuellement pour essayer de, comment dirais-je, de déstabiliser un pays, malgré la réalité de ce problème qui existe dans le pays, qui est en fait que les gens acceptent de moins en moins qu'on leur impose des choses de force. Et cela est une réalité que ce gouvernement doit prendre en considération et doit un tout petit peu réformer l'aspect révolutionnaire qui n'a plus du tout d'ancrage dans sa société, parce que si elle ne le fait pas, elle va se déconnecter de plus en plus de sa base, et à un moment donné, quand la fissure va être trop grande, ce genre de problème auquel ce gouvernement est confronté va se multiplier. Donc personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'une réforme sur cette question doit avoir lieu. Je pense que cette réforme doit être endogène, elle doit venir de la société civile iranienne, sans interférence extérieure, et surtout avec, je dirais, les acteurs qui vivent dans ce pays, pas avec des gens comme nous qui vivons à l'extérieur. Tu vois, nous, on ne vit pas, si tu veux, ce que ces gens vivent, et personnellement, je n'ai pas à me prononcer sur le bien fondé de ce que les gens qui vivent là veulent. C'est un État souverain, et c'est la population de ce pays qui doit se prononcer sur cette question. Et personnellement, et ici je parle de l'extérieur, le fait d'imposer un foulard ou d'imposer un vêtement à quelqu'un de force est quelque chose qui n'a aucun ancrage religieux et qui, selon moi, n'est pas non plus totalement en phase avec la culture de ce pays, puisque la culture de ce pays est une culture plurielle. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des zoroastriens. Tu as beaucoup d'Iraniens qui ne sont pas pratiquants, tu vois. Donc, au nom de quoi tu les obliges à porter, si tu veux, ce foulard? Est-ce que cette loi sert les intérêts du pays? Et ça, c'est une question qui doit être répondue et par les gens qui sont au gouvernement et les gens qui sont dans l'opposition, à
l'intérieur du pays et un débat interne doit avoir lieu entre eux. Et il a déjà lieu, puisque tu as pas mal de politiciens dans le camp des réformateurs qui ont demandé une réforme de cette loi. Et selon moi, ici, encore une fois, à juste titre, et c'est un débat qui doit avoir lieu dans ce pays sans interférence extérieure. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, ici, il y a deux écoles de pensée à l'extérieur du pays. Je ne te parle pas des Iraniens, je te parle essentiellement aux États-Unis. Une école de pensée, c'est on va utiliser la force pour changer ce régime. Et quand ce régime sera changé, un régime libéral, démocrate sera mis à sa place et il sera beaucoup plus en phase avec nos valeurs et nos intérêts. Cette politique a été la politique des États-Unis pendant 43 ans. Elle n'a mené à pas grand-chose. Elle n'a mené à rien. Une autre école de pensée était plutôt l'école d'Obama, qui est partie du principe que justement, si on voulait qu'une réforme soit possible dans ce pays, c'est plutôt une sorte de, on appelle en français le baiser de la mort. C'est-à-dire tu ouvres le pays et tu ouvres ce pays au monde. Parce qu'à partir du moment où ce pays va s'ouvrir au monde, inévitablement la dimension idéologique et révolutionnaire va devoir se modérer. Parce que quand tu vas avoir beaucoup plus de touristes qui vont rentrer dans le pays va commencer à attirer de plus en plus de gens du monde entier, que les Iraniens vont voyager, ben, inévitablement, cette espèce de crispation identitaire, anti-américaine, anti-occidentale, qui est le fruit d'une histoire, attention, elle a une certaine justification, va de plus en plus se diluer dans l'ouverture. Et cette école de pensée, malheureusement, ne pouvait réussir qu'à partir du moment où les accords nucléaires allaient être signés et implémentés. Malheureusement, cela ne s'est pas fait parce que tu as toute une série de conditions qui se sont réunies pour essayer de faire saboter cela. Et pour moi, en tout cas personnellement, je suis de l'avis de ceux qui partent du principe que c'est justement l'ouverture du pays sur le monde qui va entraîner une réforme à l'intérieur du pays. Et non pas essayer par la force de lui imposer quoi que ce soit. Plus tu vas imposer par la force, plus tu vas braquer le pays et plus tu vas donner de la force aux conservateurs. Tu vois. Et plus tu vas ouvrir le pays, plus tu vas permettre aux réformateurs de pouvoir implémenter petit à petit une série de lois qui vont permettre au pays d'aller vers peut-être un rééquilibrage entre ce conservatisme révolutionnaire qui pour moi n'a plus lieu d'être dans sa forme actuelle et un certain rapport aux droits individuels qui est nécessaire dans ce pays. Et c'est une demande, en tout cas, d'une frange de la population qu'il faut écouter. Et de toute façon, si tu ne les écoutes pas et que tu fais la sourde oreille, ces problèmes vont se répéter. Tu vois. Et essayer en permanence de blâmer l'étranger ne va pas répondre à la problématique qu'il y a un problème endogène dans le pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une main étrangère qui va être éventuellement utiliser les problématiques réelles dans le pays pour les amplifier, pour pouvoir optimiser leurs chances d'aboutir, en fait, si tu veux, à un gain politique. Mais cela ne justifie en rien le fait de nier les problèmes internes qui existent dans le pays. Voilà. Exactement, exactement. Bon, maintenant, l'Iran, c'est un peu plus compliqué parce que ça reste quand même un pays qui est plus, en tout cas, il est mieux tenu et le pays n'est pas aux mains d'une seule personne. Ça veut dire que, contrairement peut-être à la Libye, même si tu élimines une personne dans ce pays, tu vas pas pouvoir faire tomber le gouvernement. Le gouvernement tient plutôt sur des groupes assez hétérogènes qui s'allient pour tenir le pays. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'infiltrer ce pays et de le faire vaciller. C'est un pays qui est assez habitué aux tentatives de déstabilisation. Il a subi ça dans toute son histoire. Donc, donc maintenant, c'est un peu comme un antivirus qui s'est habitué à tous les virus, en fait. Tu vois. C'est compliqué de le déstabiliser. Voilà.